Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre et aujourd'hui je vous propose un vlog lecture de graphique, donc on va remonter un petit peu dans le temps puisque je vais vous présenter quelques lectures graphiques que j'ai pu avoir récemment. Donc on va retrouver à la fois des BD, des mangas et des webtoons et vraiment j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira puisque j'ai adoré la tourner et si jamais vous aimez le concept, vous avez déjà une autre vidéo du même type sur la chaîne. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces graphiques et s'ils vous font envie. Donc on commence tout de suite par Adopted Love, publié aux éditions Hugo BD, qui est réalisé à partir du roman de Gaia Alexia du même nom. Adopted Love, c'est une histoire que j'ai adorée dans laquelle on va suivre Tigan qui est un orphelin et qui se retrouve du coup en famille d'accueil, un peu en rédemption puisqu'il a fait quelques délits et s'il ne veut pas se retrouver en prison à l'aube de ses 18 ans, eh bien il n'a pas d'autre choix que de passer un an sans aucun délit et pour cela il va intégrer une nouvelle famille d'accueil qui change complètement de toutes celles qu'il a connues jusqu'ici puisqu'il arrive dans une famille plutôt bourgeoise où il va également rencontrer Elena qui est l'adolescente de cette famille et qui clairement vit une adolescence très difficile, elle est en pleine crise d'adolescence, il s'est passé quelque chose en elle et on ne comprend pas vraiment pourquoi au début du roman, mais en tout cas elle a beaucoup de rage contenue en elle et clairement entre deux c'est comme des aimants, ils vont à la fois se repousser et s'attirer, pour autant ils vont finir par se comprendre l'un et l'autre et c'est franchement super chouette, j'ai adoré cette lecture. En plus de ça, on a plusieurs passages en noir et blanc qui reprennent du coup l'enfance très difficile de Tigan en foyer d'accueil et franchement c'est super intéressant. J'ai vraiment très envie maintenant de découvrir les romans de l'autrice, mais d'un autre côté je me dis que je peux aussi attendre 2024 pour découvrir le tome 2 en BD, ce sera tout aussi bien je pense. Et si jamais c'est une histoire qui vous attire, sachez que le roman est également disponible en livre audio sur différentes plateformes d'écoute. Vous avez toujours des liens en description qui vous permettent de bénéficier de périodes d'essai gratuites, que ce soit à Audible, Nextory, BookBeat ou encore Scribd qui est maintenant Everand. Et sur ce, je vous retrouve tout de suite pour une autre lecture graphique. Hello, je vous retrouve pour vous parler du deuxième tome de l'Atelier des Sorciers. Je l'ai enfin terminé. J'ai mis un peu de temps à le lire, j'avoue, et j'avais quand même envie de vous en parler dans cette vidéo. C'est un peu le but en même temps de vlogger et de... C'est pas vraiment un vlog en quelque sorte, mais à chaque fois que je lis un graphique, je prends la caméra pour vous en parler directement. Et je trouve ça trop chouette parce que ça change aussi du bilan lecture qui se fait bien plus tard. Et ça permet comme ça de recenser quelques graphiques parce que souvent dans mes bilans lecture c'est surtout des romans. C'est quand même la majorité de ce que je lis, mais je trouve chouette de pouvoir mettre un peu plus en avant des lectures graphiques. Donc aujourd'hui on est sur un manga, L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama, publié aux éditions Pika. Alors j'avoue que j'ai peut-être pas été très maligne sur ce coup-là parce que clairement L'Atelier des Sorciers c'est un manga dont j'ai lu le premier tome il y a un an quasiment jour pour jour et du coup je me souvenais plus très bien du premier tome et j'aurais peut-être dû le relire ou au moins le feuilleter en diagonale ou quelque chose comme ça pour me rappeler certaines choses parce que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce deuxième tome et clairement je vais apprendre de mon erreur et essayer de lire plus rapidement les tomes suivants, surtout que mon mari en a acheté plein, enfin on nous en a offert quelques-uns et mon mari en a acheté d'autres. Clairement il est à fond dedans, c'est une de ses sagas de manga préférées, mais du coup voilà, je sais que j'ai beaucoup de tomes, j'ai pas tous les tomes, je crois qu'il y en a 12 à l'heure actuelle qui sont sortis. J'ai beaucoup de tomes sur ces 12 tomes là, donc j'ai de quoi faire pour avancer dedans bien sûr. Donc voilà, je vais essayer. Mais vous le savez, comme moi, j'ai tellement de livres à lire que c'est très compliqué aussi parfois de juste respecter mes envies et de tout lire parce qu'il faudrait que je passe des journées à lire et c'est juste pas possible parce que il y a aussi un équilibre à trouver entre lire
et créer du contenu sur ces lectures. L'Atelier des sorciers est une histoire dans laquelle on va suivre des apprentis sorciers qui pratiquent la magie sous forme de runes à utiliser. Donc il y a une grande part de l'histoire qui est consacrée. Donc clairement ici dans ce tome 2 on a une grande part du tome qui est clairement consacrée à montrer à quel point c'est compliqué de bien maîtriser le trait pour faire la rune et toute la dextérité qui est impliquée dedans pour bien tracer sa rune correctement et que le sort fonctionne au mieux. C'est une grosse part de l'histoire et j'avoue que c'est pas le plus passionnant. Mais l'histoire commence avec un combat contre un dragon, ça c'est génial, j'adore. Le début de l'histoire était super haletant, vraiment très prenant, même si j'ai eu un petit peu de mal à resituer les différents personnages, j'étais vraiment à fond dedans au début. Puis il y a eu un gros coup de mou, ce qui fait que pendant plusieurs jours je n'ai pas ouvert mon manga parce que voilà, je m'ennuyais un peu. J'avais l'impression que le rythme s'était très ralenti, et ce qui n'aide pas quand on n'ouvre pas le livre en plus. Et là, je viens de le terminer. Et j'avoue que sur la toute fin, il s'est passé pas mal de choses. Nos personnages se retrouvent à devoir sauver des humains de la destruction d'un pont, etc. Et en fait, on a pas mal d'éléments qui sont autour de ça, que ce soit un ordre magique, mais aussi le fait de ne surtout pas montrer la pratique de la magie à des humains. Et tout ça, toutes ces questions qui sont soulevées à la fin donnent vraiment envie de lire la suite, et surtout, eh bien, j'ai l'impression que ça relance l'histoire et que ça va redonner du dynamisme. Donc j'ai vraiment envie de lire la suite pour pouvoir découvrir ça, bien sûr, mais vraiment en soi une lecture un peu en demi-teinte. Je m'attendais à quelque chose de plus haletant, mais comme je vous ai dit, c'est peut-être aussi dû au fait que je n'ai pas relu le tome 1 avant, donc mon avis est un peu biaisé je pense, mais en tout cas j'ai vraiment bien hâte de lire la suite parce que j'aime beaucoup le système de magie qui repose sur les runes. Je trouve qu'il y a un côté plutôt accessible à tous finalement, et on comprend un peu mieux aussi pourquoi ne pas le montrer aux humains. Et j'aime vraiment le côté vraiment cocon familial, qui apprennent tous ensemble. C'est pas vraiment un atelier tel qu'on le conçoit, mais c'est vraiment un petit groupe de personnes qui vont apprendre ensemble, et ça c'est vraiment trop chouette. Alors si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas, et clairement moi je vais essayer de lire le tome 3 prochainement, et en tout cas je vous retrouve tout de suite pour d'autres lectures graphiques. On a à chaque fois des petits passages à chaque fin de chapitre qui donnent des détails sur l'histoire en elle-même, sur le Canada, sur le contexte de l'histoire et tout ça. Et ici, on a clairement une explication à une faille du scénario qui nous montre vraiment, voilà, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais en fait c'est clairement étudié pour, hein. On a quand même un étudiant qui peut se permettre de s'acheter une prothèse de course alors que ça coûte un rein. Voilà, mais juste il a fait un prêt étudiant pour... Franchement c'est tout bête, mais je trouve que ça apporte vraiment un petit plus à l'histoire, et ça permet de bien se rendre compte que oui, parfois il y a des petites failles, des choses qui peuvent pas être expliquées et tout ça, et au lieu de les prendre pour des incohérences, ce genre de petites choses, ça explique direct les choses, et puis voilà, c'est clair pour tout le monde. Vous le savez peut-être, peut-être pas, j'ai adoré le premier tome de Distress, vous retrouvez mon avis juste ici. Distress, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Lenny, un jeune français qui se retrouve au Canada pour faire ses études de journalisme, et c'est aussi pour lui l'occasion d'enfin reconstruire sa vie, puisqu'il a vécu un accident bien particulier, ce qui fait qu'il est amputé d'une jambe, et clairement c'est très compliqué pour lui de reconstruire sa vie dans sa ville natale en France, donc il va à Montréal pour le faire. Par le biais de ses études de journalisme, il se retrouve du coup à enquêter sur des meurtres d'une nature bien mystérieuse qui ont lieu, enfin pas vraiment des meurtres mais aussi des disparitions, la présence d'une créature un peu particulière en ville, une genre de théorie du complot, et il est le seul à y croire réellement. Même sa prof de journalisme n'est pas trop chaude pour ça, mais alors son binôme, Anoki, l'est clairement pas. Lui se dit qu'il y a clairement un autre sujet qui pourrait être creusé pour l'exposé qu'ils ont à faire, et c'est clairement pas la meilleure idée, du coup il est hyper réticent, il freine clairement des cas de fer pour faire cette enquête et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, sauf que Lenny insiste beaucoup. Pour lui, il est convaincu que cette bête légendaire existe, et il veut vraiment le prouver aux yeux des autres. Et progressivement, une relation va se tisser entre Lenny et Anoki. En tant que lecteur, on apprend très rapidement, dès le début de l'histoire, que Anoki a un passé, que Anoki cache quelque chose, il a vraiment un secret, et dans ce deuxième tome, ce secret sera dévoilé. Je vous en dis pas plus, je vous laisse deviner les choses, mais du coup, alors que la relation entre Lenny et Anoki se développe, qu'ils ont vraiment des sentiments amoureux qui se dévoilent, il va devoir aussi faire face à ça, et franchement, c'est pas si simple. Heureusement qu'ils ont leurs amis qui sont là aussi pour les soutenir
coûte que coûte. Mais surtout, c'est une histoire que j'ai adorée, sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation des autres. C'est une histoire aussi qui nous informe quelques petites choses au fur et à mesure, puisque à la fin de chaque partie, l'auteur en fait prend le temps de nous écrire des petites choses qui rajoutent en fait finalement quelques informations vraiment sur l'origine de son histoire, l'origine des mythes qu'il a utilisés ici, la place, pourquoi ça se passe au Canada, etc. Bref, c'est super intéressant d'avoir ces petites explications en plus. On a clairement un récit qui est immersif, mais avec en plus de ça des petits à côté qui viennent de l'auteur illustrateur et qui permettent de renforcer aussi tout ça et de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de travail et de réflexion derrière un tel ouvrage. Côté illustration, on a des traits qui sont assez simples, c'est un dessin qui est plein d'aplats, etc. C'est pas forcément le trait de dessin que je préfère voir visuellement, mais en tout cas c'était très immersif et je pense que ça a grandement contribué à porter l'histoire et à apporter du coup les éléments dont on a besoin. Parfois il n'y a pas besoin d'en faire plus, surtout dans une BD ou un webtoon comme c'est le cas ici. En tout cas, c'est un deuxième tome que j'ai vraiment adoré, je l'ai même préféré au premier et j'ai vraiment hâte de pouvoir un jour découvrir le troisième tome de cette histoire parce que clairement j'aime trop. Ça plaira grandement aux fans d'Urban Fantasy si vous souhaitez retrouver une enquête avec un côté un peu paranormal, fantastique et en même temps une romance, c'est clairement fait pour vous. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Kuro de Somato, publié aux éditions Glénat. Alors j'en suis à la moitié, d'ailleurs j'ai même pas utilisé un marque-page mais directement utilisé la couverture du manga pour le refermer. J'ai lu la moitié hier soir et clairement j'ai beaucoup de mal à accrocher à Kuro. Alors c'est une histoire dans laquelle on suit une jeune fille qui est seule dans un manoir, elle n'a pas de parents et elle est accompagnée de son chat qui est plus un monstre qu'un chat et les animaux en fait de manière générale sont plus des monstres que des chats et puis il y a d'autres personnes qui gravitent autour d'elle et j'ai pas très bien compris leur rôle, j'ai pas très bien compris pourquoi elle était là, etc. Mon mari l'a lu avant moi, il m'a dit qu'on avait ces explications là par la suite mais pour le moment j'ai beaucoup de mal à accrocher, alors à voir si je vous en reparle plus tard dans cette vidéo ou pas. Peut-être que je vais même enlever cette séquence là au montage parce que je ne sais pas du tout si je vais le terminer ou pas. Je me suis dit que je reprendrai quand même peut-être parce que je me les suis achetés et quand je dis les, c'est parce que j'ai acheté les 3 premiers tomes d'un coup. Je trouvais le dessin magnifique et je me suis dit qu'une histoire avec des chats ça pourrait fortement me plaire et en fait on comprend pas très bien l'intrigue ici. J'ai l'impression qu'il y a énormément de jugement des personnages envers les autres mais en même temps j'ai envie de voir où ça va mener puisqu'on suit cette jeune fille qui est un peu innocente et en même temps tellement bienveillante, surtout envers les animaux qui, comme je vous le disais, sont plus des monstres que des animaux. Du coup, j'ai l'impression que c'est aussi un texte qui peut traiter en fait de l'acceptation des autres, quelles que soient leurs différences. Peut-être c'est juste moi qui l'interprète ainsi, je sais pas du tout. Pour l'instant, je suis pas hyper convaincue par ce que je lis. Par contre, je voulais souligner une chose, c'est que ici on a des pages en couleur et ça change de ce que l'on peut retrouver habituellement dans des mangas. Alors à la toute fin, on a des pages en noir et blanc. Il se passe quelque chose à un moment donné qui fait que la suite est en noir et blanc, mais le début est en couleur. Et franchement, c'est trop chouette d'avoir un début en couleur, comme ça change vraiment de ce que l'on a habituellement. Comme je vous le disais, je me suis déjà acheté les 3 premiers tomes, donc si je le termine pas d'ici la fin de cette vidéo, parce que c'est clairement fort probable, puisque je l'ai un peu mis en pause pour une durée indéterminée, j'ai vraiment envie de me concentrer sur d'autres lectures qui me font bien plus envie. Vous aurez mon avis dans le bilan lecture du mois de décembre, donc début janvier, ou alors dans la prochaine vidéo de lecture graphique si jamais ça vous intéresse. Mais c'est fou comment l'empereur il est trop méprisable. Ah vraiment, je le déteste, je le déteste. Il a demandé de me lécher les pieds. Ça se fait tellement. Oh là là. Hello, je vous retrouve pour vous parler d'un nouveau graphique que j'ai lu. Il s'agit de The Abandoned Empress de Ina et c'est un premier tome à retrouver aux éditions K-Books. C'est un livre magnifique et j'ai adoré les dessins, les couleurs, etc. C'est juste splendide.
Voilà. Ici en termes d'histoire on va suivre Arista qui est une noble qui a été élevée dans le but d'épouser l'empereur et du coup elle intègre le palais royal très rapidement à l'adolescence, ouais même un peu plus tôt que ça et en fait elle va vivre tout le temps là-bas et être vraiment dans sa place, dans son rôle d'élu pour épouser l'empereur qui à ce moment-là est l'empereur en devenir puisqu'il n'a pas encore hérité du trône. Et en fait très rapidement une autre personne élue par une prophétie arrive en cours de route et intègre le palais royal et devient finalement l'épouse de l'empereur. Elle est un peu en second plan, sauf que il se passe énormément de choses jusqu'au moment où elle finit par mourir. Sauf qu'elle ne meurt pas vraiment et elle ressuscite, enfin elle se retrouve de nouveau à 10 ans, à bien avant que tout ça se passe, où elle peut encore agir là-dessus et son seul souhait c'est de ne surtout pas retomber amoureuse de l'empereur parce que c'est clairement ce qui l'a mis dans la pénale. C'est alors qu'elle a une seconde chance donnée par le destin et elle va progressivement mettre en place ses pions pour avancer dans cette société. C'est très difficile de vous en parler sans trop en dire, mais clairement c'est génial, j'ai adoré ce livre. Alors je m'attendais pas à ce que la première partie, qui clairement est décrite dans le résumé et on sait très bien le retournement de situation qu'il y a, je m'attendais pas à ce que cette première partie prenne autant de place dans l'histoire, puisque finalement même tout ça c'est la première partie et tout ça c'est la deuxième partie quand elle revit en fait plus jeune et qu'elle remet en place ses pions. C'est génial aussi de suivre du coup une protagoniste qui a 10 ans finalement dans la deuxième partie. C'est assez rare finalement d'avoir une enfant, même si elle est vraiment beaucoup plus mature qu'une enfant puisque elle a tous ses souvenirs en fait d'adulte, donc forcément tout ça est toujours en elle et elle a cette réflexion d'adulte dans un corps d'une enfant de 10 ans, ce qui clairement va aussi lui faciliter grandement certaines choses. C'est aussi l'occasion pour elle de finalement créer une relation vraiment avec son père, puisqu'elle a toujours vécu avec lui sans réellement avoir de relation père-fille et elle se rend compte que c'est presque un inconnu au moment où elle décède. Alors du coup pour elle c'est aussi l'occasion de réellement créer une relation avec lui et d'apprendre à le connaître et de tout simplement échanger quelques paroles chaque jour et je pense que c'est quand même assez essentiel et c'est super intéressant de voir ça au centre de l'histoire. Bref, une histoire que j'ai adorée, qui m'a bien convaincue et qui clairement pour ce premier tome me donne très envie de lire la suite. J'ai fini de lire Les combats invisibles. Je savais d'avance, avant même de commencer ce livre, que les sujets traités ici me toucheraient énormément, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Vraiment, c'est tellement touchant, tellement poignant, tellement bouleversant, et surtout un livre qui éduque et à mettre entre les mains de tous. Franchement, c'est une belle pépite, un gros coup de cœur, je pense. J'attends de voir aussi dans le temps parce que j'aime bien, quelque sorte, digérer les livres pour savoir si ce sont des coups de cœur ou non finalement, mais celui-ci c'est vraiment quelque chose que je recommande vivement. Les combats invisibles c'est un livre qui parle de harcèlement scolaire mais pas que, de cyberharcèlement aussi, du fait que parfois on peut être sous l'emprise de mauvaises personnes, du fait de prendre des photos de nude et de les partager sur les réseaux sociaux et du coup de harceler les autres mais en même temps ne pas oser défendre ses amis par peur d'être la personne qui dénonce les choses et vraiment c'est tellement poignant, ça aborde tout ça avec grande justesse. On est ici sur un langage qui est du coup très adolescent, auquel je n'ai pas forcément l'habitude parce que clairement j'ai 29 ans, mais clairement pour avoir enseigné 1 an en collège, je peux vous dire que j'ai eu l'impression de voir mes élèves devant moi à certains moments et franchement c'est très touchant de voir tout ça et en même temps de voir que il y a des choses qui existent en fait et clairement c'est le message de ce livre. Si vous le lisez sans avoir retenu le numéro à appeler pendant le cadre de cyberharcèlement, c'est-à-dire 3018, vraiment je sais pas voilà, parce qu'il est répété plusieurs fois, on voit vraiment à quel point ça peut avoir un impact et comment ça peut aider les autres et vraiment c'est un livre qui est à lire. J'ai beaucoup de mal à vous en parler là maintenant parce que je viens de le finir et je suis encore hyper émotive de l'avoir lu, de l'avoir fini. J'étais clairement à 2 doigts de pleurer à la fin de ma lecture, mais vraiment une belle pépite qui parle du coup de ces sujets extrêmement importants, mais du coup forcément il y a des trigger warnings ici autour du harcèlement mais aussi autour du suicide, donc attention à vous si jamais vous êtes concerné par ces sujets là aussi. En tout cas je vous le recommande vivement, je vous en parlerai peut-être de manière un peu plus complète dans mon bilan lecture à la fin du mois ou sur Instagram lorsque je posterai mon avis aussi, parce que là maintenant j'ai beaucoup de mal à trouver les mots pour exprimer à quel point j'ai aimé ce livre et à quel point je me suis
attachée au personnage aussi, et aussi je trouve que le dessin porte vraiment l'histoire puisque on comprend vraiment les émotions et on ressent les émotions des personnages à travers le dessin, et ça c'est hyper important parce que c'est un gros plus dans la narration. D'ailleurs je vous ai pas dit et je l'ai pas filmé, mais hier soir j'ai lu In Memoriam, le premier tome, et franchement c'était une belle pépite aussi. Ici on est sur un registre complètement différent. Ici on est sur une genre de dystopie fantastique qui se passe à Paris, c'est-à-dire que le monde était divisé entre des sorciers et des non-sorciers, et un jour il y a eu une grosse explosion qui a anéanti quasiment toute trace de magie, mais il reste encore quelques artefacts magiques, etc. Et du coup on va suivre une policière qui au départ se battait pour l'acceptation de tous et les droits des sorciers, et qui finalement suite à cette explosion va changer de camp et plutôt aller rechercher des artefacts magiques, etc. Pas seulement, et on a tout le contexte autour qui est super intéressant, autour des droits des autres, de l'acceptation des autres, et surtout on va très vite remarquer qu'il y a une jeune fille qui a l'air un peu suspecte, on a l'impression qu'elle connaît des choses par rapport à la magie, etc. Et du coup en fait à la fois cette policière, son équipe de policiers, mais aussi d'autres personnes et des mages vont tous essayer de se rapprocher de cette fillette, sauf que c'est pas si aisé que ça. Bref, j'ai adoré le premier tome, et ça tombe bien puisque j'ai le deuxième aussi sous la main, du coup je vais pouvoir lire le deuxième, je pense le lire aujourd'hui, et du coup je vous en parle dès que je l'ai terminé. Hello, j'ai donc terminé la BD In Memoriam, le deuxième tome cette fois-ci sur Adam, et franchement toujours aussi chouette que le premier. Par contre, je ne vous l'ai pas dit du coup quand je vous ai parlé du premier tome, mais je trouve que c'est quand même assez violent et vulgaire, donc c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, c'est vraiment pour un public adulte, mais vraiment une belle dystopie à lire, et j'ai vraiment trop envie de découvrir la suite parce qu'il se passe plein de choses, et surtout on soulève de nombreuses questions auxquelles j'aimerais beaucoup avoir des réponses. C'est très difficile de vous en parler sans vous spoiler parce que la première BD est faite en deux parties, avant et après la déchirure, et du coup forcément déjà à partir du moment où la déchirure a lieu et qu'on se retrouve avec cette guerre à la recherche d'artefacts magiques de cette petite fille qui a un rôle bien mystérieux à jouer dans tout ça, je peux pas tellement vous en dire plus parce que je trouve que c'est vous spoiler l'histoire, du coup c'est encore plus difficile de vous parler de celle-ci, mais vraiment c'est super intéressant. J'aime énormément le système de magie qui lui va reposer soit sur des pouvoirs innés qu'ont certaines personnes, soit sur l'utilisation d'artefacts magiques, soit également, on l'apprend ici, le fait d'avoir des tatouages qui sont des artefacts en fait qui peuvent aussi fonctionner. Sauf que depuis la déchirure, il n'y a pratiquement plus de magie innée, et surtout même les artefacts en fait ne fonctionnent plus si bien que ça. Du coup c'est un risque énorme d'utiliser la magie tout simplement. Et franchement c'est super intéressant. Je trouve quand même que les personnages manquent peut-être un peu de profondeur. On comprend vraiment les ambitions de Manon, on comprend pourquoi elle veut se battre, etc. dans tout ça. Mais Adam pas vraiment, ça reste assez flou, même si on a affaire quand même à un ancien sorcier qui du coup a perdu ses pouvoirs suite à la déchirure. Donc peut-être que dans les tomes suivants on apprendra certaines choses sur ce personnage et sur ses motivations profondes. Mais en tout cas pour le moment je trouve que c'est encore un peu flou du côté d'Adam. Du coup c'est aussi pour ça que ce n'est pas un coup de cœur, mais ça reste quand même une excellente lecture, une très belle découverte, ces deux tomes de BD In Memoriam. Et je crois bien que j'ai jamais vraiment lu de dystopie en BD, en tout cas ça me dit pas grand chose, et du coup je suis trop contente d'avoir pu en lire, d'avoir pu découvrir ces livres là, et j'ai bien hâte de pouvoir un jour lire la suite. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle paraîtra, mais en tout cas si jamais ça vous intéresse, je vous mets comme pour tous les livres dont je vous parle à chaque fois le lien en description. Vous pouvez passer par le lien Amazon pour les acheter directement si ça vous intéresse, mais vous pouvez aussi bien évidemment vous rendre chez votre libraire pour l'acheter directement sur place, et s'ils ne l'ont pas, n'hésitez pas non plus à les commander sur place. Voilà donc pour tous les graphiques que j'ai lus récemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, ce que vous avez pensé de certains de ces livres, si vous les avez lus ou s'ils vous font envie. En tout cas je vais continuer à en lire, donc je vais sûrement vous tourner une autre vidéo de ce type. Je sais que c'est pas forcément les vidéos que vous préférez regarder sur la chaîne, c'est pas celles qui font le plus de vues. Clairement si je voulais faire que des vues, je vous ferais que des unboxings et des book hauls, mais pour moi ça n'a pas autant de sens que de vous partager un avis lecture. Alors il ne concerne que moi, c'est mon propre ressenti sur ces livres, mais si vous vous retrouvez un minimum dans mes goûts, peut-être que ça vous aiguillera aussi dans vos propres choix de lecture. En tout cas je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo demain à 17 h, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!